qu'on est en train quand même d'assassiner une partie de notre jeunesse pour un virus qui ne les concerne pas directement. Oui, alors je suis Kevin Bossuet, donc professeur d'histoire-géographie. Les gens me connaissent généralement avec mes interventions dans les médias, notamment j'ai écrit plusieurs tribunes pour Valeurs Actuelles, mais également pour Causeur, pour Marianne et quelques autres journaux. Je passe également souvent à Sud Radio, dans l'émission de Valérie Expert, le 10h midi, et puis plus récemment sur CNews ou encore sur RT France. Je n'ai pas vraiment de mentor politique. Je ne suis pas engagé politiquement. Moi, j'essaye d'être fidèle avec moi-même, c'est déjà pas mal. J'essaye d'être mon propre mentor, de dire ce que je pense tout simplement avec une once de vérité et une once de pragmatisme, et puis c'est tout. Alors après, moi, politiquement, si vous voulez, je me situe plutôt, j'appartiens à une droite gaulliste, une droite un peu sociale, une droite un petit peu populaire. Je suis peut-être plus proche de la fibre plutôt conservatrice mais sociale des Républicains, voilà, pour me situer un petit peu plus, voilà. Mais je n'ai pas de mentor politique. Je pense que l'événement politique qui m'a vraiment marqué en tant qu'homme de droite, évidemment, c'est mai 68, parce que je vois à travers cette révolution 68arde qui s'est emparée de notre pays les conséquences désastreuses pour notre société aujourd'hui. Et moi qui suis professeur, je pense notamment à l'éducation, où mai 68 a fait d'énormes ravages. Par exemple, cette idée que l'élève devait maintenant construire son propre savoir, ce qui équivaut à le laisser seul face à ses propres difficultés, a pour moi été désastreux. Ou même toute cette idéologie qui voudrait qu'on ne sanctionne pas l'élève, qu'on ait plutôt une approche éducative. On voit où tout cela nous a mené avec, sur certaines parties des territoires, des classes au sein desquelles il est très compliqué de faire cours, tout simplement parce que vous avez 2, 3 ou 4 élèves qui ne sont jamais sanctionnés et qui empêchent le travail collectif. Donc pour moi, c'est révélateur beaucoup de choses, mai 68, et je pense que nous en souffrons beaucoup aujourd'hui. L'engagement des jeunes, alors je pense qu'il y a une crise au sein des partis politiques, et moi, dans mon entourage, je vois de moins en moins de jeunes, en effet, s'inscrire dans les partis politiques parce qu'ils ne se sentent plus représentés par ces derniers, ou alors quand ils s'y inscrivent, finalement, ils se rendent compte qu'il y a surtout des vieux et que finalement, même lors des débats, c'est intellectuellement creux. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui s'investissent beaucoup plus, soit dans des think tanks, parce qu'il y a quand même une floraison de think tanks au cours de ces derniers mois, ou alors tout simplement dans des associations, que cela soit dans des associations humanitaires ou encore dans des associations politiques, mais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que finalement tout le monde peut militer sans forcément être dans un parti. Il suffit d'ouvrir un compte sur Twitter, il suffit d'ouvrir un compte sur Facebook pour pouvoir échanger, pour pouvoir mettre en avant ses idées. Après, il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les syndicats étudiants. Je pense par exemple aux jeunes qui sont à l'UNEF, mais aussi à l'UNI. Je connais plein de jeunes qui sont à l'UNI, qui font sur le terrain dans les universités un travail formidable, où ils essayent de lutter contre cette bien-pensance, en collant des tracts, en organisant des débats, en faisant vivre les idées de la droite sur des terrains qui sont plutôt gauchisants. Donc en fait, le militantisme chez les jeunes, je trouve qu'il est beaucoup plus concret qu'auparavant. On est peut-être moins dans les idées, on est peut-être plus dans des modes d'action beaucoup plus rudes. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a quand même une émulation intellectuelle dans cette jeunesse. Et moi, j'avais été invité il y a 2 ans par l'UNI lors d'un rendez-vous où j'avais fait une petite conférence, et j'ai été étonné par le contenu intellectuel de tous ces jeunes qui sont engagés, parce que c'est vrai que les gens qui sont un petit peu plus âgés méprisent souvent les plus jeunes en disant finalement ils n'y connaissent rien, mais parfois ils devraient les écouter parce qu'ils sont loin d'être sots et ils disent des choses qui sont d'ailleurs beaucoup sensées. Et j'aimerais qu'on les écoute aussi un peu plus pendant cette période de confinement, parce que la souffrance qu'ils mettent en avant, le fait en effet qu'ils n'ont plus de vie sociale, où c'est très très compliqué pour eux, où finalement ils sont obligés de se sacrifier pour les plus anciens alors qu'au niveau de la mortalité ils ne risquent pas grand-chose. Voilà, j'aimerais un peu qu'on les écoute,
parce qu'on est en train quand même d'assassiner une partie de notre jeunesse pour un virus qui ne les concerne pas directement. Alors la gestion de l'épidémie, je pense qu'il y a deux choses. Alors il y a tout d'abord la communication, parce qu'on est dans une démocratie, donc la communication, elle est tout à fait importante. Donc, je dois bien avouer qu'on ne comprend absolument rien. Je veux dire, le président de la République nous a dit en mars dernier que nous étions en guerre. Bon, ben, très bien, sauf que je n'ai pas vu des moyens qui étaient mis en avant comme quoi nous étions vraiment en guerre. Et puis après, au mois de juin, il nous a dit de partir sereinement en vacances, que finalement tout allait bien. Et puis on est rentré au mois de septembre où on nous a dit attention, ça va reprendre. Donc on nous a reconfinés. Donc forcément, les Français n'y comprennent pas grand-chose. Et puis là, même tout récemment, encore dimanche dernier, le JDD nous a raconté qu'Emmanuel Macron devait intervenir à la télévision ce mercredi. Il y a France Info qui a appelé l'Élysée. Et finalement, Macron a dit qu'il n'interviendrait pas. Jean Castex, il y a une semaine, qui nous disait qu'il fallait attendre de voir les résultats du couvre-feu à 18h. Et puis, 3 jours après, il nous raconte en effet qu'il va falloir prendre des mesures dans la semaine parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Quelques heures après, Emmanuel Macron nous dit que finalement, que lui aussi, il veut attendre les résultats du couvre-feu à 18h. Et puis là, on a Gabriel Attal qui nous dit qu'on aura peut-être un confinement encore plus serré que prévu. Donc, on n'y comprend absolument rien. Donc, comment voulez-vous susciter de l'adhésion quand on navigue comme ça à vue, quand les Français qui souffrent déjà énormément ne voient pas le bout et ne voient pas la pertinence de la politique gouvernementale. Alors après, il y a le fond. Enfin, moi, on est quand même la 7e puissance du monde et je trouve qu'on a raté beaucoup de choses dans cette crise de la Covid-19. Tout d'abord, en mars dernier, l'affaire des masques. Enfin, le gouvernement nous a quand même raconté que les masques n'étaient pas nécessaires, tout simplement parce qu'il y avait une pénurie de masques et qu'il ne voulait pas l'avouer. Donc là, il y a eu un discrédit du pouvoir politique et de la puissance publique qui était complètement exécrable. Et puis même les soignants. Moi, j'ai des amis qui sont internes en médecine, ils ont dû soigner les gens avec des sacs plastiques sur eux, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire. Donc quand on nous raconte qu'on a le meilleur système de soins, quand on est sur le terrain, il y a vraiment de quoi rigoler. Et puis, il y a eu cette affaire des tests. À un moment donné, il nous a dit qu'il faut tester. Sauf que les tests, il y a eu une vraie problématique autour de ça, puisqu'on ne testait pas assez, ou lorsque l'on testait, finalement, on n'isolait pas les patients, ce qui est complètement stupide. D'ailleurs, il y a un exemple qui est très clair, c'est la Slovaquie. La Slovaquie qui avait testé toute sa population, et comme elle n'a pas isolé, elle a eu, comme les autres pays, une recrudescence du virus. Et là, plus récemment, il y a l'affaire de la vaccination. On a quand même un pays qui est la 7e puissance du monde, le pays de Pasteur, qui est incapable de créer lui-même son propre virus, incapable de fabriquer sur son propre sol le vaccin et qui est même incapable de vacciner en masse. Et là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas les doses comme les autres pays parce que ce n'est pas vrai, puisqu'à l'échelle européenne, il y a eu une distribution proportionnelle par rapport à la population du nombre de doses. Et on remarque que des pays, par exemple, comme la Slovénie, comme la Roumanie, comme la Lituanie, qui sont sur le papier des pays qui sont beaucoup moins développés que nous, finalement, ils vaccinent beaucoup mieux. Donc voilà, il y a quand même un gros problème dans cette gestion de crise. Alors, je ne mets pas tout sur le dos du gouvernement parce que c'est vrai que c'est compliqué de juguler une crise de cette nature parce qu'on est beaucoup dans l'inconnu, mais quand même en termes de communication, il y a des fautes qui s'enchaînent et même en termes de technocratie, si vous voulez, d'infrastructure, de logistique, on se dit quand même, mais où est passée la grandeur de la France? Il y a de quoi, franchement, s'époumoner quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Bon, là, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenu ses promesses, parce que, étant donné ce qu'il a connu au cours de son mandat, il a eu quand même les Gilets jaunes qui ont quand même occupé une grande partie de son mandat. Et puis après, il y a eu la fameuse réforme des retraites qui n'est pas passée. Et finalement, heureusement, parce que cette réforme, je pense, n'était pas la bonne. Et puis là, avec la crise de la Covid-19, en effet, c'est très compliqué. Donc, en effet, c'est un mandat pour rien. Mais quand même, Emmanuel Macron a réussi en 5 ans à diviser encore un peu plus les Français, à opposer les Français des campagnes et les Français des grandes métropoles, à opposer les élites au peuple. Et finalement, ce pays qui était déjà excessivement fracturé l'est encore plus. Voilà, on a quand même un président qui est le représentant d'une forme d'élite mondialisée, qui n'est pas évidemment quelqu'un qui est issu des territoires et qui n'a pas forcément le patriotisme chevillé au corps. Et moi, j'ai l'impression quand même que le bilan que l'on peut tirer de ces 4 années, pour l'instant, n'est pas un bilan qui est très positif. On a eu un président méprisant, on a eu un
président finalement qui parlait beaucoup et qui n'a pas vraiment agi. Et quand il a agi, il a eu une bonne partie du pays contre lui. Donc je pense qu'on subit aujourd'hui une crise démocratique qui est très importante. Donc on ne peut pas gouverner par le mépris, on ne peut pas gouverner par l'insulte. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et même au niveau européen, quand je vois Emmanuel Macron insulter par exemple le Premier ministre hongrois Viktor Orban, ou Emmanuel Macron insulter les dirigeants polonais en les traitant d'esprits fous qui mentent à leur peuple, moi c'est pas comme ça que je conçois la diplomatie française et que je conçois la place de la France en Europe et à l'étranger. Donc voilà, moi je pense que c'était plutôt le règne d'un hyper-président qui a voulu innover et finalement on a retrouvé les vieilles ficelles politiciennes et en plus elles étaient plus grosses que précédemment, donc pour moi c'est un échec. Mais l'affaire Youri, c'est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose qui est révélateur en effet de la montée de la violence dans notre société, parce que là on a quitté l'humanité, on a même quitté la cruauté pour tomber dans la barbarie. Quand vous avez des jeunes en groupe qui sont prêts à laisser pour mort sur une dalle d'une grande ville française un gamin de 15 ans, on se dit qu'il y a quand même un gros problème, parce qu'on lui a quand même tapé dessus avec des battes de baseball et surtout avec un marteau, c'est-à-dire il y a des gamins qui ont pris un marteau pour lui fracasser le crâne. Enfin là, on est quand même dans l'abjection la plus totale. Alors déjà, ce qui me choque, c'est qu'on a mis beaucoup de temps à apprendre cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 jours entre les faits et cet essor médiatique que cette affaire a pris. Donc ça, c'est profondément scandaleux. Et j'ai l'impression que si la maman n'était pas allée sur les réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'affaire Youri parce qu'on ne saurait pas qu'elle a eu lieu. Et ces Youri-là, il y en a beaucoup. Il y en a tous les jours, en fait. Il y a une montée de la violence dans notre société qui est dramatique. Et ce qui est inquiétant, c'est les violences gratuites. Il y a toutes les 2 minutes en France quelqu'un qui porte plainte à la police pour violence gratuite. C'est-à-dire que maintenant, il suffit d'avoir une gueule qui ne plaît pas, d'avoir un regard un peu trop forcé, de refuser une cigarette finalement pour se faire agresser, pour se faire taper dessus. Voilà la société dans laquelle on est. Et puis de manière plus générale, c'est vrai que c'est ces effets de groupe qui sont de plus en plus dramatiques parce que en fait, ce qui est choquant, c'est que les jeunes, pas les jeunes, quelques jeunes, parce qu'heureusement la jeunesse française se comporte plutôt bien, et là ça concerne une minorité, mais une toute petite partie de la jeunesse française vit dans la violence continue et en fait n'a plus d'empathie. Je veux dire, l'important c'est la génération j'ai droit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un nous gêne dans la satisfaction de nos désirs, on est prêt tout simplement à l'éliminer, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron. Donc on est prêt à lui taper dessus, on est prêt à l'insulter, on est prêt à l'assassiner et ça c'est dramatique. Et je m'appuie beaucoup sur les travaux d'un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre qui a travaillé dans des centres de délinquants et qui a montré cette absence d'empathie. Il raconte notamment une anecdote qui est effroyable. Il y a un délinquant qui a failli tuer quelqu'un et le pédopsychiatre lui demande « Mais pourquoi tu n'as pas tué cette victime ? Pourquoi tu ne l'as pas achevé ?» Le gamin répond tout simplement parce que j'ai un ami qui m'a tiré par la capuche du suite. Voilà un petit peu la réponse qu'on lui a donnée. Donc on voit cette montée de l'empathie, du manque d'empathie qui est en effet inadmissible. Et je pense qu'il faut mettre en avant aussi la faillite de l'éducation parentale. Moi qui suis enseignant, je vois à quel point il y a de plus en plus d'enfants en effet qui sont pas élevés tout simplement, c'est-à-dire qui n'ont déjà pas de marque affective et finalement ils n'ont pas de limite parce qu'on ne leur en met pas. Ils ne savent plus ce que c'est la frontière entre le bien et le mal. Ils sont livrés complètement à eux-mêmes. Parfois ils sont dans l'absentéisme scolaire parce que quand ils restent toute la journée sur un canapé en train de jouer à la PlayStation, ça n'alerte pas forcément les parents et ces derniers ne vont pas à l'école. Donc il y a une carence parentale qui est de plus en plus importante et je dirais même que parfois ces gamins sont élevés dans la haine de l'autre, dans la haine de la France, dans la haine de l'homme blanc. Et finalement, s'il y a une telle montée du racisme anti-blanc dans notre société, c'est parce qu'il y a certains gamins qui sont élevés là-dedans, tout simplement parce qu'il y a des parents qui voient l'autre, si vous voulez, comme un ancien colonisateur, qui voit l'homme blanc comme quelqu'un qui forcément serait dans un suprémacisme et serait responsable de toutes les
discrimination du monde au sein de la société française. Et il y a toujours en arrière-plan, si vous voulez, cette colonisation où finalement, si tu agis mal sur le territoire français, ce n'est que rendre la monnaie de sa pièce par rapport aux exactions qu'a pu commettre la France dans les anciennes colonies. Donc on est quand même là-dedans et c'est dramatique. Et puis aussi une éducation basée sur l'antisémitisme qui est très important, où la question israélienne dans certaines cités occupe une place importante, où dès la naissance finalement, les gamins sont biberonnés à l'antisionisme qui n'est que le faux-né de l'antisémitisme. Donc après, il ne faut pas s'étonner, bon là on s'éloigne de l'affaire Youri, mais il ne faut pas s'étonner en effet que ces gamins s'en prennent ensuite aux juifs et commettent des actes antisémites. Et puis après, il y a un autre volet là-dedans, c'est le laxisme de la justice. Je veux dire, à un moment donné, on sait très bien que les mineurs sont jugés comme des mineurs et finalement ne risquent pas grand-chose en faisant ce genre de choses, parce qu'on est toujours dans la culture de l'excuse. Mais ces pauvres gamins, regardez, on ne va pas les accabler. S'ils ont commis cela, c'est parce qu'ils sont dans une situation sociale compliquée ou c'est parce que ce sont des gens issus de l'immigration. Non, c'est pas possible. Je pense qu'il faut maintenant une justice exceptionnelle parce que les actes commis sont évidemment des actes barbares. Et si vous voulez, moi, ça ne me choquerait pas que ces gamins qui ont commis cet acte criminel, parce qu'il y a eu ici une tentative de tuer l'autre, une tentative d'homicide, finalement que ces gamins soient jugés comme des adultes. Parce qu'à un moment, si on n'apporte pas de fermeté dans la sanction, ces gamins recommenceront. Et c'est dramatique, parce que le rôle de la justice, c'est évidemment de distribuer des peines. Le rôle de la justice, c'est évidemment d'écouter tout le monde, les victimes comme les coupables, mais ce n'est certainement pas le fait de culpabiliser les victimes ou de victimiser les coupables. Le rôle de la justice est aussi de protéger la société française. Et quand vous avez un gamin de 15 ans qui est capable de frapper avec un marteau un autre gamin du même âge, on se dit quand même que cette personne représente un danger pour la société française. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Alors après, tout ça, c'est du décor, c'est de la décoration. Je veux dire, l'America First qu'on a reproché à Donald Trump, vous verrez que Joe Biden fera la même chose, parce qu'un président américain est d'abord là pour défendre l'intérêt des États-Unis. Alors c'est sûr que Joe Biden va sans doute être davantage apprécié parce qu'il est sans doute au niveau du caractère beaucoup moins volubile, il est sans doute beaucoup moins provoquant, il est sans doute moins dans le politiquement incorrect et qu'il est beaucoup plus progressiste, parce que là je vois par exemple que ses premières mesures en effet c'est de nommer une transgenre à la tête du ministère de la Santé ou d'autoriser à nouveau les transgenres à accéder à l'armée. Donc je veux bien, mais je ne suis pas sûr que ça soit des priorités, sauf pour un petit camp de bobos progressistes qui voient aujourd'hui ce genre de choses comme des étendards d'une lutte qui n'est présente finalement que dans leur tête et qui n'est absolument pas ressentie par la population de manière générale. Alors, il y a quelques petits actes, en effet, le retour dans la Convention sur le climat, mais après, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? De toute façon, le début du mandat de Joe Biden est marqué par la Covid-19. Lui aussi restreint les frontières parce que l'épidémie veut qu'on restreigne ses frontières. Et puis voilà, il fera globalement la même politique, simplement il aura une communication qui sera autre. Alors après, Emmanuel Macron est bien rigolo. Là, il nous a raconté, enfin sa femme Brigitte surtout, nous a raconté que les présidents, les deux présidents s'étaient téléphonés, qu'il y avait une parfaite harmonie. Mais en vérité, Biden continuera à défendre les intérêts des États-Unis. Emmanuel Macron continuera à défendre les intérêts de la France et puis les relations diplomatiques seront les mêmes que celles d'avant. Donc tout ça, après, c'est du blabla journalistique qui n'a pas grande importance. Oui, j'ai pas forcément de petites anecdotes. Si, je pourrais inciter les jeunes qui nous regardent à s'engager parce que c'est quelque chose en effet qui est très important. À un moment, il faut, si vous voulez que les vieux, entre guillemets, les personnes âgées n'aient pas en totalité le pouvoir, il faut peut-être aussi que les jeunes s'engagent. Parce que par exemple, dans cette crise de la Covid-19, j'ai bien l'impression quand même qu'on entend beaucoup les personnes âgées sur les plateaux de télévision, même au sein des partis politiques, qui défendent toujours la même chose. Et c'est pour ça que la question du bien-être étudiant a mis beaucoup de temps à émerger au sein du débat public, puisqu'il a fallu 1 an pour qu'on s'occupe enfin, qu'on ouvre les yeux enfin sur le désarroi des jeunes et sur le désarroi
des étudiants, parce que c'est quand même catastrophique ce qui les attend. Hein. Quand je vois, par exemple, un chiffre moi, qui m'a marqué, c'est qu'aujourd'hui, 45% des jeunes ne trouvent pas de travail après 6 mois après avoir obtenu leur diplôme, alors qu'en 2018, c'était seulement 25%. Je vois des jeunes qui vont de plus en plus mal. Par exemple, les adolescents qui vont vraiment mal. Le taux de suicide chez les adolescents a été multiplié par 2. Donc ça, il faut le dire, il faut s'engager, il faut investir les partis politiques pour pouvoir parler en effet de ces problèmes, parce qu'on ne peut pas avoir un débat politique qui est, si vous voulez, atomisé par les personnes plus anciennes qui en plus traitent toutes ces questions avec mépris, parce que comme ils ont un âge un peu plus avancé, ils pensent savoir plein de choses, en tout cas beaucoup mieux que les jeunes, ce qui est complètement faux. Donc il faut s'engager, même au sein des universités, il existe des syndicats, hein, peu importe que les jeunes soient de gauche ou soit de droite, je trouve qu'il est important d'aller dans ces syndicats, militer, apprendre à défendre des arguments, à les mettre en avant, et puis tout simplement à défendre ses idées, parce que les jeunes aussi sont des citoyens, et moi, quand je vois le taux d'abstention chez les jeunes, ça me fait peur. En fait, j'ai l'impression qu'on est de retour à Sparte, où finalement on est dans une forme d'oligarchie, où il n'y a que les plus âgés qui peuvent prendre des décisions, tout simplement parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Et pour reprendre un sujet qui, moi, m'a beaucoup mobilisé ces derniers temps dans les médias, c'est-à-dire le fait de pouvoir confiner que les personnes âgées et de laisser les jeunes finalement faire tourner l'économie, c'est quelque chose qui n'est pas entendable, parce que électoralement, ce n'est pas possible. Si les jeunes représentaient un poids électoral très important, peut-être que cette idée aurait été mise en avant beaucoup plus tôt, et peut-être qu'à la fin, on aurait eu gain de cause. Donc voilà, faut s'engager, que l'on soit de gauche, de droite, du centre, on s'en fout. L'important, c'est de faire en sorte de faire vivre la démocratie, c'est de faire en sorte de défendre ses idées dans le respect, dans la bienveillance, mais aussi avec force et courage.